bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle conversation sur la Kumkuyu du Kondak. Et j'aimerais bien que mes invités se présentent, peut-être complètent, disent autre chose à leur manière, peut-être leur façon de se vivre en amour, enfin, je sais pas. Comme Claudia l'a mentionné, je m'appelle Mona Walta Kaneza et je suis artiste chanteuse et mon nom de scène c'est Monkenzi. J'ai 27 ans, je pense, et je crois que c'est tout et je suis en couple. Je pense que je vais partager avec vous mon expérience que j'ai vécue dans cet amour, vu qu'on a aimé quand on était adolescent, on aime peut-être différemment maintenant qu'on a grandi. Et les expériences ici de la vie, ils changent notre façon d'aimer et de notre conception de l'amour. Donc, je pense qu'on en discutera de ça. Et voilà, quoi. Merci. Merci beaucoup, cher Mona. Donc, cher Jean-Marie, à vous. Bonsoir, je m'appelle effectivement Jean-Marie Ngendahai. Je suis enseignant à l'école belge et aujourd'hui, je suis avec vous pour partager le sujet qui nous réunit, l'amour à la Polonaise. Et je vais essayer de en parler comme une vieille personne, c'est-à-dire voir ce que la tradition a charrié comme valeur, ou même anti-valeur, pourquoi pas, et partager ça avec vous, qui êtes plus jeunes en général dans la salle. Donc, merci beaucoup. Nous sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. On va dans tout cher Jean-Marie. Comment les Burundais, les Burundaises je ne sais pas le temps pour dire mais les anciennes époques, comment percevaient-ils l'amour? Est-ce que même c'était quoi l'amour pour eux? C'était un sentiment, une émotion, des pratiques sociales? Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus? Personnellement, j'ai essayé de réfléchir sur, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'amour, de quel amour s'agit-il lorsqu'on parle du Burundi ancien. À mon avis, j'ai comme l'impression qu'il est très difficile de parler de l'amour comme ça, tout de go, sans essayer de voir de quel concept il s'agit. Est-ce qu'on parle par exemple de l'amour d'une personne pour sa parenté, du gens avec qui il a des liens de sang, les enfants, la famille en général? Est-ce qu'on parle d'amour par rapport à la communauté à laquelle on appartient? Ou alors est-ce qu'on parle d'amour par rapport à une personne à partir ou avec qui on a un lien de sentiments qui suscite un attachement, qui embrase carrément notre sensibilité et qui fait que nous nous attachons énormément. Alors, même là, est-ce qu'il s'agit d'une amitié? Parce que dans l'amitié, il y a de l'amour. Ou alors, s'agit-il d'un amour comme on l'entend dans le sens romantique d'une personne qui non seulement s'attache à quelqu'un parce que on a beaucoup de choses qui nous attirent sur le plan sentimental, mais même le physique nous attire. On a envie de s'unir physiquement à la personne. Alors, moi, je pense que je vais m'arrêter à cette dernière définition par rapport à notre société ancienne et voir si cela a pu exister. Lorsque vous consultez les chants traditionnels ou bien que vous consultez les contes, que vous lisiez les livres des anciens ou des chercheurs, moi j'ai consulté par exemple le livre de Jean-Baptiste Naokaja et ça s'appelle Imigenzoï Kilundi Merci. Qu'est-ce qu'il dit, l'abbé Naokaja? Il dit que lorsqu'il s'agit, par exemple, que deux jeunes gens s'unissent, c'est le père qui va organiser la négociation. Kulesha. Kulesha, dans le Kirundi traditionnel, la vraie définition, c'est pas le Kulesha dans le sens de la drague. Aujourd'hui, quand on dit ou quelqu'un, il y a Kulesha, quoi, on a encore
dit, il est allé draguer. Non, non, non. Vous les chassez, vous êtes allé négocier. Ou alors, vous voulez appâter quelqu'un. On se dit qu'on a l'âge pour ça. D'ailleurs, ce n'est même pas vous qui décidez, le jeune. C'est le père qui dit, tiens, mon fils, c'est le moment pour lui de... Il condamne une famille. Et c'est le père qui va chercher pour lui. Il va aller voir dans les familles qu'il connaît ou celles dont on lui parle et il va essayer d'espionner pour voir la jeune fille de cette famille, c'est les liens. Il va également considérer la richesse matérielle de votre famille. En tout cas, c'est ce que Naokaja lui dit. L'intéressé n'a rien à voir dans la négociation, dans les approches. Et ensuite, après, viennent tout le rituel dans lequel on a beau chercher, on ne voit pas du tout sur les sentiments. Donc, on peut dire spontanément, il n'y avait pas d'amour. Mais moi, je crois que derrière les rituels que l'on fait, derrière les codifications des sociétés, et particulièrement chez nous, il se cache toujours une vie clandestine. Il se cache toujours un non-dit. Lorsqu'on dit que c'est le père qui est allé chercher la fille, en réalité, est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Le père n'est-il pas approché par le fils pour lui dire, vous savez, papa, moi, je sais que de l'autre côté de la colline, il y a une personne que j'ai remarquée. Il ne serait pas fâché si on posait des démarches à ce sujet, etc. Pourquoi je dis ça? C'est que dans les jeux en société des jeunes gens, il y a une expression, par exemple, on dit Butelino, n'est-ce pas? Butelino, je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie. C'est-à-dire que le jeune homme a vu une jeune fille à quelle occasion? Il y a bien d'autres occasions qu'on se rencontrait dans une société rurale. On va à la rivière, il y en a qui y vont pour se laver, il y en a qui vont pour nager, il y en a qui vont pour prendre de l'eau, plus sais-je. Il y a toujours faire abreuver, donner à boire au bétail. Donc, il y a mille et une raisons pour se retrouver à certains endroits. Et à ce moment-là, la rencontre se fait. Moi, je peux avoir un ami, un garçon, et c'est une relation sans inquiétude pour les parents, mais ce garçon a peut-être une sœur. Donc, je peux prendre prétexte d'aller voir Adolphe alors qu'en fait, je vais voir Pauline. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a une relation qui se fait, que l'on ne dit pas, souterraine. Il y a des non-dits dans notre société. Et c'est moi ce que j'ajouterais à ma réponse qui au départ était spontanément non, il n'y a pas. Mais en fait, il y a un jeu d'amour, mais il est caché. Maintenant, on pourra discuter de cet aspect pour savoir si c'est bien et si c'est mauvais. Mais en tout cas, il y a cet aspect caché dans notre société où les choses essentielles, finalement, se font sans qu'on le sache et on ne met en surface que ce qui est accepté par tout le monde. Si vous regardez, par exemple, toutes les cérémonies qui mènent au mariage, depuis, vous savez, Embo jusqu'au mariage, vous pourriez faire du copier-coller du mariage de tel et tel et tel, c'est la même chose. Mais quand vous creusez et que vous demandez, mais ces jeunes gens-là, comment ça s'est passé? Alors là, vous allez trouver une histoire, une vraie, très intéressante, très originale. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour ce résumé socio-historique de nos pratiques amoureuses, on va dire, d'antan. Et si j'ai bien compris, donc on peut dire que les relations anciennes, elles étaient plutôt pudiques. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a rien. Je me tourne vers vous, Charmola, vous qui êtes quelque part témoin de l'autre époque. Que pensez-vous de ce qui vient de nous présenter, déjà en tant que femme et en tant que femme de l'époque moderne, on va dire. Après, je reviendrai. On va voir si c'est bon ou mauvais, justement, après vous avoir entendu. Moi, je trouve qu'il a très raison. Et la preuve en est que même aujourd'hui, on subit toujours cette pudeur quand il s'agit d'amour. Moi, j'ai l'impression que l'amour est tabou au Burundi.
Parce que comme il le dit, même maintenant, on sait que les gens, ils s'aiment et c'est eux qui disent aux parents, on veut se marier. Mais même quand ils sont en train de négocier pendant la dot ou dans tous les discours qu'ils disent, ils ne se disent jamais, votre fils est tombé amoureux de ma fille. On dit, on vient chercher une vache. Il n'y a jamais une mention d'amour. On dirait, c'est une, je sais pas, on dirait ils ont peur de dire ça. Et je pense que c'est cette pudeur qu'on a toujours maintenant. Ne parlant même pas de ces cérémonies, même nous, dans la société, je peux être très célibataire. Je suis très jeune. Le garçon, il est très jeune, il est aussi célibataire. On est ensemble et on a envie de le cacher. Et parce qu'on se dit, oh, voilà, on dirait que c'est pas bien d'aimer, au fait. Et aussi, il se trouve que, en fait, l'amour pour les Burundais, comme il a dit, je pense qu'il a toujours été lié au mariage. Donc, les Burundais, dans notre société, on se fréquente pour se marier. Et il n'y a pas cette ouverture d'esprit on se fréquente, on verra où ça va. Donc, on va tous dans l'amour pour se marier. Et des fois, on se cache pourquoi aussi, parce qu'on se dit, et s'il me marie pas, les gens vont se moquer de moi. Donc, je vais cacher. Comme ça, s'il me marie pas, les gens n'auront pas su que j'aurais été avec lui. Ou bien, si je montre que je suis sortie avec Jean, et demain c'est Mathieu, et demain c'est qui, et toutes ces relations, ils commencent à se... Voilà, on va compter le nombre d'ex que j'ai eu. Donc, je préfère cacher, et les gens sauront que j'ai aimé et que j'aime le jour où quelqu'un va vouloir vraiment m'épouser. Donc, on a vraiment gardé cette pudeur, et je sais pas pourquoi. Même le peu d'amour qu'on arrive à montrer, c'est parce que la société évolue, le monde évolue, les gens voyagent à la télévision, à la radio, dans les chansons, ils ont fait une très grande promotion de l'amour on a peut-être un peu appris de là et les gens s'ouvrent, ils se montrent, mais on garde toujours cette pudeur et on n'ose pas vraiment montrer qu'on aime. Donc oui. Merci beaucoup. Là, vous avez vraiment mis les pieds dans le plat, hein. Vous avez dit qu'on subit. Et ce qui est intéressant dans vos deux messages, c'est que quand j'écoute Jean-Marie, l'amour a une fonction sociale. Et vous abordez dans ce sens en disant, oui, on va s'aimer parce qu'au bout, il y a le mariage. Dès lors qu'il n'y a plus ce jackpot, on se rend compte que, comme vous dites, les gens vont le cacher. Dans ce cas, dans ces deux aspects qui se posent, donc comment les personnes, les hommes comme les femmes, vont naviguer avec ça? Pour être plus précise, est-ce que, du coup, c'est pareil pour les hommes et les femmes? Est-ce que quand on se met en couple, on a une certaine équité entre les hommes et les femmes en termes de ce que j'attends de la relation et de ce que j'y apporte? En termes d'attente et d'apport, pouvons-nous dire, si je reprends ce que Mona venait de nous dire, que si vous dites subi, j'ai envie de me dire, c'est peut-être les femmes qui subissent, est-ce que les hommes subissent autant? Donc là, pour le coup, ma question, c'est quelles sont les marges de manœuvre selon qu'on est un homme ou une femme en termes des attentes et des accords dans une relation? Encore une fois, si on revient à la tradition, il y a ce qui est la partie visible d'un iceberg et la partie cachée. Et au niveau de ce que l'on voit, c'est évident que l'union d'un couple, c'est en réalité l'union d'une famille, plutôt de deux familles. Et c'est l'amour qui peut se manifester entre les deux familles qui donne naissance en fait à l'amour du couple. L'amour du couple n'est qu'une conséquence accidentelle de l'affaire. C'est que les deux familles soient unies et la chose en commun. Bon, ça c'est la partie encore une fois visible. Maintenant la partie cachée, c'est laquelle? C'est que en fait les deux se sont vus, se connaissent et sont parvenus à faire en sorte que en haut on s'organise pour ça. Une fois qu'ils sont ensemble, que se passe-t-il? En fait, si vous regardez dans la tradition, il y a encore, lorsque vous
vous passez par certains témoignages, vous allez remarquer qu'il y a même des relations passionnelles. Il y a par exemple ce qu'on appelle Gutelula. Ça veut dire que vous volez une fille. Vous pouvez voler soit une fille, parce que vous n'avez pas peut-être les moyens nécessaires pour faire en sorte que les deux familles s'unissent et que vous puissiez vous marier. Mais lorsque vous le faites, parce qu'il arrive que vous le fassiez étant marié. Et vous prenez par exemple une femme mariée. Historiquement, ça existe, les exemples. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que réellement, là, c'est une histoire d'amour extraordinaire. Ça veut dire que un homme a rencontré à l'âge mûr une femme, elle aussi a rencontré un homme à l'âge mûr, et ils se sont aimés. Et ils sont passés par-delà toutes les barrières sociologiques du milieu pour s'unir. Peu importe ce que les gens vont dire. Et quelquefois, il leur arrive de s'imposer comme ça. Sinon, ils doivent fuir, ils doivent quitter les lieux habituels. N'est-ce pas? Il y a, excuse-moi, mais il y a un autre aspect en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux vous faire comprendre que dans la tradition, lorsque vous ratez, quand vous regardez la partie bien plus grosse de l'iceberg que la petite 7e partie qu'on voyait, il y a de vraies histoires d'amour et même quelquefois des passions. Mais là, je veux, si vous le permettez, vous parler d'un danger que je vois dans notre histoire traditionnelle. C'est que, malgré tout, le fait que le mariage doit impliquer la communauté. Si vous prenez par exemple un texte de Michel Kayoya, si vous prenez dans Entre deux mondes de Michel Kayoya, il nous dit ceci: nos pays ont très fortement développé la vie de relation, la vie de communauté, la vie de communion. On ne pouvait concevoir une personne isolée. C'était un devoir aimé, un devoir accepté, un devoir indiscutable, ancré au cours des temps dans le sentiment commun. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette partie visible de l'iceberg peut être extrêmement dangereuse, dans le sens où elle nous invite à toujours nous définir par rapport au gros. Si on doit toujours se définir par rapport au gros, ça signifie quoi? Ça signifie que si par exemple, moi je fais une énorme faute, mon frère qui est ici, dans les gradins, va en pâtir. Il y a une histoire dans une autre tradition bien connue, le roi Moutal, n'est-ce pas? Le roi Moutal avait une reine et son frère ou son cousin, ça se discute, a profité qu'il n'était pas là pour venir conter fleurette à la reine. Et un vilain petit courtisan a averti le roi, qui est rentré de manière inopportune, a surpris les amoureux en débat, et le roi a tué son frère ou son cousin, là, l'histoire le dira, et lui-même va mourir dans des circonstances assez peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est le destin de la reine. La reine, qui est à l'origine de cette tragédie nationale, va être punie par la mort. À la limite, c'est juste. Mais ce qui n'est pas juste, tous les gens de son clan vont être exterminés. Ou en tout cas, on va essayer de les exterminer. C'est le premier génocide que nous connaissons dans notre histoire au Burundi. Non, c'est vrai. On va vraiment essayer d'exterminer tous les gens du clan de la reine, et les survivants vont essayer de dire qu'ils sont dans d'autres plans, ils vont essayer d'adopter d'autres noms à bord de la langue pour s'en sortir. Donc, quelqu'un qui était du clan de la reine qui vivait à Changuzo, l'histoire se passe du côté de Monavia, va être poursuivi pour une bêtise pareille. Donc, ça aussi, c'est important à dire. C'est que la tradition nous apporte des choses pour lesquelles il faut qu'on fasse attention.
mais essayons y porter notre amour à titre beaucoup plus personnel et que ce que nous faisons soit assumé individuellement. Je ne l'aurais pas mieux dit que c'est une bonne transition pour donner la parole à Mona pour réagir sur la même question. Je pense que la question c'était quels sont les apports c'est que au début que on subissait cette pudeur. Oui, oui, oui. Mais quand on écoute Jean-Marie, on a l'impression vraiment que la pudeur a peut-être quelque chose de secret, de beau et de mystérieux. Sauf que ce que vous avez pointé dans notre société moderne, c'est quelque chose d'étouffant. Et donc après, j'essaie la transition de vous êtes libre de partir là-haut. Oui, oui, je trouve que qu'on subit et je trouve que les hommes ils subissent autant que les femmes, mais de façon différente. C'est-à-dire que cette pression sociale du mariage qui va venir aller sur ce couple, il fera du mal au garçon parce qu'il aura la pression de se marier et de devoir marier toutes les filles avec qui il voudra fréquenter. Et même des fois, s'il fréquente une fille qu'il aime vraiment, qu'il aurait pu épouser, il peut ne pas peut-être avoir les moyens sur l'instant. Et la fille, de l'autre côté, vu qu'elle subit aussi la pression, elle peut ne pas attendre. Elle peut ne pas pouvoir attendre. Et du côté aussi des femmes, je trouve que cette pression leur rend souvent choisir choisir à leur détriment des fois, ou même des personnes qui ne leur conviennent pas du tout. Et c'est comme ça qu'on se retrouvera dans des mariages qui ne vont pas fonctionner parce que, voilà, on devait se marier, je devais me marier, vu qu'on était en couple, on devait se marier, alors qu'on voyait très bien que ça n'allait même pas marcher et qu'on n'était pas du tout compatibles. Donc, cette pression sociale, on subit tous les deux, de façon peut-être différente, parce que c'est très difficile de faire marier un homme à une femme qui veut pas que l'inverse. Parce que les hommes, ils ont un peu plus de liberté, un peu plus de pouvoir dans la société. Ils ont beaucoup plus de paroles que nous. Voilà, moi, si je tombe enceinte aujourd'hui, il est très difficile que je dise à mon père ou à ma mère, même moi, je n'aurais pas ce courage. Maman, même si je suis tombée enceinte, je ne pense pas qu'il est bien pour moi. Je veux pas l'épouser. Il me dira, non, 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 il a dit qu'il veut t'épouser, tu vas aller. T'as demandé de tomber enceinte. Mais un homme, il peut t'enceinter. Et s'il est vraiment têtu, il peut s'en sortir et ne pas t'épouser. Là, on bascule vers un autre champ. Donc, ce que je comprends, vous vous rejoignez, même si le chemin de départ, c'était pas le même. Quand Jean-Marie vous dit qu'il faut que chacun assume ses choix au niveau personnel, individuel, donc il faut être un petit peu plus, pas individualiste, mais assumer qui nous sommes dans nos choix. Et que vous, Mona, vous dites que même si on essaie de faire des choix, on aime une personne, mais qui a la pression au-dessous. Donc, au final, les hommes comme les femmes, ils essaient chacun de se dépatouiller. Et là, ça me fait penser à la question de la responsabilité, alors, parce que ce que je trouve, non pas que je dis que c'est bien, je pense que dans les sociétés traditionnelles, si on osait enceinter une fille, je pense que l'homme, il s'en tirait toujours plus ou moins bien que les femmes, parce qu'il n'y avait pas de isomaniente pour les hommes. Et je pense qu'aujourd'hui, on continue à développer. De toute façon, ça a toujours été mieux pour les hommes d'enceinter plus que les femmes. Un homme peut enceinter une fille, les 9 mois, personne ne saura qu'il va avoir un bébé. Nous, les gens doivent savoir vu qu'on le porte. C'est ce que justement j'allais poser comme question. Puisque le danger s'inscrit dans le corps des femmes, comment faire en fait pour... C'est plus de pistes à répondre du coup. Comment faire en fait pour que l'amour ne soit pas un chemin de croix? J'ai envie de dire plus pour les femmes parce que l'histoire ne nous montre pas les voix des femmes. Là, on a des chercheurs, les 3/4 sont des hommes. La seule chose que je peux savoir au niveau de ma petite culture générale, c'est la figure de la tante paternelle qui était en charge de préparer la fille quand elle devait se marier. Il aurait été intéressant si on pouvait avoir nos grands-mères, savoir comment ils avaient choisi. Par exemple, vous imaginez si on avait les mots de Lady Motima sur son vécu en tant que reine et épouse de Médélisao, mais c'est une parenthèse. Donc, comment vous réagissez au propos de Mona? Parce que, et là, elle pointe quelque chose d'important, la question de la responsabilité. C'est-à-dire que les femmes et les hommes n'ont pas le droit au même degré d'amusement, au même degré de l'erreur, parce qu'une femme
qui a envie d'avoir plusieurs hommes, ou s'il y a une malchance et qu'elle tombe enceinte, je pense que même si elle donne le nom du père, ça ne va pas arranger sa situation. Donc, vous, en tant qu'homme, en tant qu'ancien, en tant que témoin de l'histoire et de notre société du temps qui passe, comment pouvez-vous expliquer comment expliquer l'évolution de la posture? Donc, moi, je vais rappeler que nous sommes dans Bouja sans tabou. Sans tabou. Non, c'est important parce que bien souvent, les jeunes générations lisent la tradition de manière superficielle. Oui, parce que justement, ils n'ont de lunettes que pour voir ce qui est apparent. Alors que justement, ce qui est très triste avec d'autres sociétés, c'est que beaucoup de choses ne sont pas dites. Il faut creuser pour les voir et les découvrir. Et ça a été pollué par ce qui nous est arrivé après. Entre autres quoi? Les religions. Qu'elles soient, voilà, la colonisation bien sûr, mais surtout les religions avec la colonisation. La polygamie a quelquefois aussi des côtés qui peuvent intéresser la femme qui est dans ce couple, dans ce ménage-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, des choses qu'on ne dit pas, c'est maintenant l'aspect de l'infidélité, entre guillemets. On peint souvent la tradition comme des choses c'est rigide, etc. Mais en fait, dans la tradition, beaucoup plus que dans la modernité, la femme avait le droit d'avoir des aventures avec, avec des gens de son four, en particulier les amis intimes de son mari. Non, mais que je comprenne bien. Je savais que les femmes avaient le droit de temps en temps, mais on ne le dit pas comme ça, comme au Shingichomo, par exemple. C'est rare d'entendre que l'initiative vient d'une femme. Mais l'initiative venait pas des femmes, hein. Mais attendez, par exemple, déjà au niveau du mariage, il y a le concept de kubeing. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que systématiquement, lors de la nuit nuptiale, la femme était partie, ça y est, elle était mariée. Elle pouvait refuser l'homme. Et si elle sortait de la case, qu'elle montrait qu'elle ne voulait pas l'homme, c'était reparti à zéro. Et il y avait le divorce aussi. Absolument. On rendait la dot. Oui. Ensuite, une fois mariée, dans certaines circonstances, les deux gens qui s'aiment d'amitié profonde peut céder son lit à son... Donc c'était le polyamour Attendez. Dans ce cas-là, il faut que la femme soit d'accord. Il faut que la personne le visiteur soit recevable. Il y a des aspects où aujourd'hui on est bien plus intolérant que de par le passé. Une autre chose, par exemple, lorsqu'il y avait de grandes discussions, vous veniez voir un chef de famille, vous nous soumettez un grand problème, une grande question. Mais il disait, écoutez, c'est très bien, j'ai bien compris. Remettons la question à plus tard parce qu'il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il allait consulter ça ou ses pannes. Et le jour où vous reviendrez, il vous répondra fort des conseils avisés de ses épouses, de son épouse et de son époux. Les choses ne sont pas du tout, à l'époque, aussi caricaturales qu'on veut le laisser paraître. Ce que moi je dis quand je parle de pollution de ce que nous connaissons du passé, c'est des valeurs des religions du livre, comme on les a faites, qui sont extrêmement rigides sur les aspects sexuels et aussi du statut de la femme. Chez les musulmans comme chez les chrétiens, le statut de la femme est très dévalorisé. Elle est très inférieure à l'homme. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans notre corse. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour avoir clarifié. Alors, Mona, après avoir entendu ce que Jean-Marie nous a partagé, pensez-vous que les femmes d'aujourd'hui seraient tentées d'avoir, je parle des femmes parce que les femmes, vous allez parler en prenant votre propre expérience,
Est-ce que vous avez l'impression, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que les femmes, c'est elles qui vont tout subir quand il y a, par exemple, une grossesse non souhaitée? Les femmes d'aujourd'hui gagneraient à connaître cette histoire, parce que pour la connaître, il faut aussi se tourner vers les anciens. C'est difficile d'avoir accès à toute cette connaissance, à cette culture, si on n'a pas des anciens dans les familles, si on n'a pas accès aux ouvrages, et même quel genre d'ouvrages. En fait, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à notre situation actuelle, à ce qu'on vit aujourd'hui. Tout comme il y a des avantages et des inconvénients, il y en avait à l'époque. Mais je trouve qu'il y a des choses qu'on pourrait bien l'apprendre qui auraient beaucoup d'intérêt pour les femmes de la situation du passé. Mais même si je pense que c'est impossible, en fait, je ne pense pas qu'avec les mentalités qu'on a maintenant, on vient de passer carrément peut-être 50 ans ou même 100 ans à être éduqué d'une certaine manière. Je ne pense pas qu'on pourrait, même si on lisait tous ces ouvrages, revenir à certaines pratiques de là-bas et les personnes vont accepter de vivre comme ça. Mais il y a des avantages maintenant, il y a des avantages à l'époque. À l'époque, moi, je trouve que la femme, elle était beaucoup plus respectée que maintenant. Tu vois, parce que, comme il a dit, c'est la religion, en fait, et la mentalité qui est venue avec cette religion qui a un peu rabaissé la femme. Avant, la femme, c'était la chose la plus précieuse. Les hommes mouraient pour protéger leurs femmes et leurs enfants. Et quand tu ne le faisais pas, devant les autres hommes dans la société, carrément, t'es fait. Et donc les hommes, ils avaient tellement peur de faillir à cela qu'ils traitaient très bien leurs femmes. Maintenant, ils ont le droit de faire n'importe quoi et voilà, personne ne va... Voilà, quand il y aura une dot ou une fête dans la famille, il sera toujours assis devant, on lui donnera la parole. Voilà, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Alors, je trouve que la femme, elle était très, très, très bien protégée avant, elle était très respectée. Il a dit qu'il était de norme à l'époque de demander l'avis de sa femme. Maintenant, les hommes, ils te disent, non, il ne faut pas dire... Quand tu planifies de faire des projets, ce n'est pas tous les projets que tu dis à ta femme, parce que elle va dire non, tu es en train de là, ou bien ça va pas marcher. Elle va te décourager et des fois tu lui dis même pas et tu perds tout ton argent dedans. Et puis des fois tu gagnes et tu lui dis après, elle se sent mal quand même de ne pas avoir été consultée. Donc si on pouvait adopter ça, mais c'est impossible, ce serait bien. Mais eux aussi à l'époque, ils auraient pu, mais on n'avait pas toute cette civilisation. Il y a des choses que j'aime maintenant, c'est le fait que les femmes, elles ont eu petite indépendance, dans le sens où une femme ne naît pas pour être une mère ou des épouses seulement. Voilà, à la fin de sa vie, elle peut se dire, ah, j'ai accompli ça, j'ai été Mackenzie, voilà, j'ai pas fait que des... Parce que moi, je trouve, j'ai toujours dit, je ne pense pas que c'est un privilège ou achievement en français. Non, c'est une petite réussite. Je ne trouve pas que c'est un très grand accomplissement de se marier et de faire des enfants. Pourquoi? C'est une réussite. Hein. C'est un truc qu'on doit tous faire et ça nous aide à nous épanouir aussi. Mais comment tu vas me dire que peu importe la classe sociale, peu importe ce que tu représentes pour la société, tu y as le droit à ça. Et tu vas me dire que c'est-à-dire, même la personne la plus basse de l'échelle, elle a le droit de se marier, de faire des enfants. Elle a cette capacité. Tu vas pas me dire que ça, c'est un accomplissement. C'est une chose auquel on a tous droit, qu'on peut tous faire. Je pourrais nuancer le propos. Attends, mais je finis un peu. Donc je dis, on peut le faire et c'est très bien. On va avoir des descendants, c'est très bien d'avoir une belle famille et tout. Mais je trouve que dans une vie, il faudrait à côté qu'il y ait un vrai accomplissement personnel de la personne. À la fin de ta vie, tu vas pas te dire j'ai été une bonne mère et une bonne épouse seulement. Tout le monde a été une mère et une épouse au fait. Il faut qu'à côté, et maintenant, ce que j'aime maintenant, c'est qu'on a ce choix en fait de à côté. On peut faire aussi quelque chose qui nous plaise et à la fin de notre vie, nous dire on a accompli ça. Mais avant, c'était impossible.
Je pense qu'avant, c'était pas possible aussi bien pour les hommes et pour les femmes, comme il l'expliquait. On était éduqués pour tenir un certain rang dans la communauté. Mais je pense aussi que comment la chose se vivait, c'était moins segmenté comme aujourd'hui. Aujourd'hui, femme active, mère, épouse, tout doit être en carré. Alors qu'avant, j'ai l'impression que c'était un processus pour pousser. Parce que quand une femme se mariait, elle quittait la maison familiale, mais elle accédait à la terre. Parce qu'à l'époque, la terre, on ne pouvait pas la vendre si la femme n'avait pas donné son aval. Et la femme, elle était la gestionnaire de tout. Aujourd'hui, on dit que ce sont des paysannes qui n'ont pas fait des trucs. Mais c'était des comptables, des gestionnaires, des récoltes. Et quand la colonisation est venue, en fait, c'est ce que vous avez dit tous les deux, il a vraiment annihilé ce que les femmes apportent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se construit en croyant qu'on n'a pas apporté grand-chose. Et le mariage, c'était pas forcément une fin en soi parce que à la dernière conférence avec Denis Boukourou, il a parlé d'une femme, d'une figure féminine qui régnait, qui était toujours disponible à la cour. Et je vais vraiment le dire avec beaucoup de guillemets pour que tout le monde comprenne, mais c'est parce que là tout de suite j'ai pas le mot. C'était, elle avait une fonction de, oui, ça me faut de le dire, mais elle satisfaisait les désirs des hommes. C'était donc un groupe de femmes et les enfants qui naissaient de ces unions-là, on les appelait Awanami Burundi. Et ils étaient pris en charge évidemment, par le roi, et c'était eux qui étaient, qui, par cette naissance ou ce contexte-là, accédaient à certains privilèges. Donc moi, j'ai l'impression que dans la société traditionnelle, les identités des hommes et des femmes pouvaient se recréer, renaître, se refonder au gré de la vie. Chose que je pense la modernité, les religions ne nous ont pas apporté. Donc on va bientôt progresser vers la fin, mais Jean-Marie tenait à parler de l'aspect public dans la relation. Oui, l'amour, ce n'est pas seulement... Et que je voudrais avoir... Se regarder dans les yeux, ça va plus loin, n'est-ce pas? Sinon, j'aime bien mon chien. Il y a l'aspect physique. Et cet aspect physique est très important. Et avant que je l'aborde directement, je voulais également insister sur le fait que cet aspect, de nouveau, cache des dimensions de très grande tolérance. Par exemple, on ne parle pas d'homosexualité dans la tradition, dans la tête. Pourtant, ça existait, bien sûr. Et lorsqu'il y avait, il ne peut pas y avoir une communauté humaine sans homosexuels. C'est un fait naturel. Non, mais ce qui se passait justement, c'était que lorsque vous étiez, vous étiez homosexuel, par exemple, ce qu'on exigeait de vous, si vous êtes un homme, c'était de toute façon de vous marier. D'accord? Maintenant, une fois que vous êtes marié, vous pouvez être, comme on dit, avoir des vapeurs, vous pouvez être homosexuel, de pouvoir également avoir des relations avec une femme. Mieux pour vous. Mais il y en a qui ne supportent pas la proximité, la relation avec la femme. À ce moment-là, c'est le père, s'il est encore bien portant, c'est le frère ou l'ami qui supplée à cette absence de devoir conjugal, n'est-ce pas? Mais le mari gardait son statut. Ah oui, alors ça c'est très important. Il est très important de savoir qu'au niveau de la loi et de la coutume, tout enfant né d'un foyer, c'est l'enfant du foyer. Il était hors de question. Par exemple, si mon grand frère est venu m'aider parce que moi je suis un homosexuel, que demain il vienne dire « Ah, l'enfant de chez Jean-Marie, c'est le mien ». Non, c'était inacceptable. Même lorsque vous faisiez un enfant chez quelqu'un, par amitié, par accident, c'est rien, et qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau, vous n'aviez pas le droit d'aider le réclamer. L'enfant, dans la loi chez nous, est du foyer. Personne ne peut venir réclamer quoi que ce soit. Alors,
y a un ouvrage, mais malheureusement, j'ai oublié le nom de ce chercheur. C'est un Congolais de la région de l'Idjoui. Peut-être que les amis congolais ici savent que c'est l'Idjoui. Il a écrit ce livre dans les années fin 70-80 sur les rites sexuels de cette région, mais également pratiqués au Rwanda et au Burundi. Ce livre, moi, je l'ai eu entre les mains, il était mien. Je ne sais pas où il est parti, ça ne m'étonne pas. Mais j'ai un autre livre que j'ai d'ailleurs amené ici. Alors, c'est un auteur qui ne veut pas beaucoup se montrer, il s'appelle Seng Muyemzima. Et son livre s'intitule Le secret de l'amour à l'africaine. Et le sous-titre, La caresse magique que chaque homme devrait connaître. D'accord ? Dans la tradition de nos pays, le Rwanda, le Burundi, l'Est du Congo, ici, là, côté de Kivu, côté Tanzanie aussi, Bura, Karagwe, etc., on a une sexualité absolument hors de l'ordinaire. Et une sexualité pour laquelle on peut vraiment être extrêmement fier. Pourquoi ? Parce que fier dans le sens où pour une fois, ce n'est pas une sexualité machiste. Ce n'est pas pour satisfaire les hommes. La sexualité dans nos cultures, c'est fondamentalement pour faire honneur à la femme, pour lui faire plaisir, pour lui donner du plaisir. Ce n'est même pas cette histoire de beurre des enfants. Lui faire plaisir. Et faire en sorte qu'elle jouisse du mieux qu'elle peut. Et c'est là qu'on parle de cette pratique qu'on appelle kunyanza et des pratiques préliminaires des jeunes filles où on développe les lèvres du vagin pour qu'elles soient d'autant plus sensibles à ces attouchements-là, n'est-ce pas? Et donc, ça, encore une fois, si vous visitez les textes, les traditions chez nous, c'est le silence presque total. Mais si vous allez de l'autre côté de la Kanyalou, oulala, la littérature est très emplie à ce sujet, du côté du Congo également, mais pourtant ça existe. Et vous allez chaque fois retrouver ce silence burundais seulement déroutant, voire énervant, de réalité tout à fait concrète. Ça méritait que nous la mentionnions parce que c'est dans l'histoire de l'humanité en général, dans cette culture-là, dans cet aspect de l'amour physique, très peu de sociétés sont organisées pour le plaisir de la femme. C'est toujours pour la satisfaction de l'homme, point la nuit. Merci beaucoup, Jean-Marie. On se posait la question, Mona et moi, si au Burundi ça existait encore, donc ces pratiques autour des désirs, de la sexualité féminine. Et vous y avez répondu en disant qu'au Burundi, il y a ce silence-là, mais chez les voisins, on a les traditions ou la diffusion de ce genre de culture, elle continue. Non. C'est ce que ça vous évoque. Et justement, pour ajouter sur ce silence qu'il y a au Burundi, en faisant un petit pas en arrière, tu avais parlé de la tante paternelle qui prépare la fille. Est-ce que ça existe même ici? Moi, je ne sais pas. Dans notre culture, est-ce qu'on les prépare vraiment? Parce que les préparations que je connais, qu'on donne, c'est si l'homme il veut, il faut donner. Même si, voilà. Et s'il te tape, tu ne reviens pas parce qu'on t'a tapé. Et s'il te trompe, il faudra faire en sorte que peut-être, c'est quoi le problème? Moi, c'est les seules préparations que je connais. Il n'y a pas de préparation voilà, tu sais, pour qu'il ne parte pas, il faut faire ça. Comme ça, voilà, tu vois, parce que dans d'autres sociétés, ils sont, en fait, tu y vas sans rien savoir et quand ça te retombe dessus, quand ça ne va pas, on te dit, c'est peut-être toi, ça existe. C'est souvent la tante paternelle. Mais je pense qu'une des explications qui est contraire à d'autres pays africains, c'est que nous, notre modernité
elle a été un déracinement total, de sorte que, par exemple, les premières générations de femmes se sont intellectualisées. Il y a eu cette cassure avec les femmes non intellectuelles, parce que souvent, quand même, nos tantes paternelles n'ont pas forcément la même formation, ou clairement pas, n'ont pas été à l'école. Et il y a eu cette subordination des savoirs, premièrement. Parce que quand vous voyez, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, on voit par exemple au Sénégal, il y a un peuple qui est connu de tout le pays. On les appelle les Laobé, c'est chez elles où on va acheter de l'encens, c'est là-bas où on va acheter des petits bijoux. Mais moi, dans ma famille, je sais que ma grand-mère m'avait parlé de ça. Mais ma tante paternelle m'en avait parlé. Et c'est ça qui m'a poussé à questionner justement dans la culture burundaise cette amnésie, aussi bien des parents et aussi la gêne de la maman. Parce que si, traditionnellement, les parents ne s'en occupent pas. C'est la tante, donc on vous envoyait. Et j'ai même lu quelque part qu'avant le mariage, il y avait une période de préparation. Quand le deal était fini, les négociations, la zétonnée et tout ça, la fille n'avait pas le droit de sortir pendant 7 jours parce qu'il y avait des massages, il y avait des instructions à prendre pour la préparer. Donc vous voyez que je pense que, je ne sais pas si c'est à nous seulement, notre génération, d'aller chercher ces informations, mais comment alors pouvons-nous remédier? Donc, ce sera la question, je pense, de la part pour parler avec le public. Comment remédier à ce silence et surtout pour appréhender ses conséquences? Parce que de la même façon que les femmes ne sont pas préparées, les hommes, eux, ils ont le droit d'aller chercher d'eux-mêmes et de venir. Mais sauf que personne ne les jugera. Mais sauf que des fois, vous pouvez mal tomber. Parce que ce que le pote de votre âge va vous dire, vous allez expérimenter chez la pauvre jeune femme, et ça se trouve, vous-même, ce que le pote vous a dit, c'est pas ce que vous aimez. Mais comme il faut faire bonne figure devant les amis, vous allez faire. Alors qu'avant, les oncles paternels et le grand-père aussi accompagnaient le monsieur aussi. Donc, comment aujourd'hui pourrions-nous intégrer ces bonnes valeurs pour, je pense, appréhender les soucis que Mona a pointés? J'aimerais qu'il réponde à cette question. Avant cette question, est-ce qu'il pourrait me dire le pourquoi d'abord de cette gêne, de ne pas préparer? Pourquoi la maman elle est gênée en fait? La religion, peut-être. La religion dans la Bible, non, les gens qui sont mariés, c'est pas. Non, dans la Bible, on vous dit allez procréer, mourir. Voilà, si vous êtes marié, c'est pas mal. Alors que dans notre tradition, il nous l'a rappelé, la femme allait. Je vais utiliser cette expression exprès parce que je sais qu'il y a des jeunes, les femmes étaient autorisées à prendre leur titre. Alors qu'aujourd'hui, on vous dit allez mettre au monde. Alors, je vais lui donner un exemple. Peut-être que vous n'avez pas été dans un internat. Et nous, on a été dans des internats de religieux. C'est terrible. Tout ce qui avait trait à la sexualité était une affaire de diable. On prenait les mains dans les poches et on venait la retirer doucement pour sentir si jamais la main n'était pas retenue par autre chose. Les jeunes pendant la sieste, on ouvrait les portes des chambres pour voir si elles ne dorment pas sur le banc. En tout cas, les écoles, la convention, les écoles financées par l'Église, en disant on ne veut plus entendre parler de ces gens-là qui viennent parler de préservatifs et de tout ça. Pourquoi les préservatifs? Nous, dans notre, disons, un institut qui s'occupe de ça, qui dit que les préservatifs, c'est pour les couples mariés qui veulent ne pas avoir beaucoup trop d'enfants. Sinon, pas question de parler de préservatifs aux jeunes. Je suis gêné de parler de choses comme cela. On a l'impression que je suis anti-religieux. Mais c'est pas vrai. Il y a énormément d'autres valeurs, mais il y a des choses qu'il ne faut pas demander l'impossible aux gens. Les religions ne peuvent pas nous aider dans la sexualité. Impossible. Elles peuvent nous aider dans la gentillesse, dans le... Très bien. Mais quand il s'agit de cet autre aspect, il faut aller chercher des explications ailleurs et c'est tout dans notre... Mais pour les personnes, notamment les jeunes qui n'ont pas accès à ce port culturel, parce que, en fait, c'est une double peine. C'est vrai que les religions révélées nous ont rendus amnésiques, mais il y a aussi cette pudeur culturelle où on savait ce que nous étions censés savoir au moment où, par exemple, un enfant
de 5 ans, vous n'avez pas à savoir des choses de ses grands frères et sœurs de 15 ans. Comment aujourd'hui on peut créer, je pense, des mentorats sexuels Encore une fois, mais vous, ce n'est pas la tradition, c'est ce qu'on a voulu dire. On a fait dire. Regardez le proverbe qui dit ça veut dire n'hésitez pas à parler des questions importantes en présence des enfants. Il faut savoir comment les présenter, comment le leur faire. Sinon, il ne faut pas leur cacher le monde, parce que sinon, ils vont être désorientés. Un mot pour la fin? Parce que je pense que la conclusion a été vraiment bien amenée.